Bonjour, Madame Melançon. Bonjour. Donc, il a été annoncé mardi que la Gaspésie tombait en zone rouge pour la période des fêtes, soit du 17 décembre au 11 janvier. C'est un peu une surprise parce que les gens ici s'attendaient à passer Noël avec les restrictions qui étaient liées à la zone orange. Maintenant, il y a eu un changement de palier, donc je sais que c'est une douche froide un peu pour les résidents ici de la région. Vous, comment vous percevez ça, en fait, ce changement de palier-là? J'ai été autant étonnée, disons, que tous les citoyens là, du comté et de la région de la Gaspésie qui se retrouvent finalement en zone rouge à partir d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas les signaux d'alerte qu'on avait perçus non plus de notre côté là, du gouvernement. On s'attendait soit à ce que, bon, on ne parle plus de zone, mais que tout le monde ait les mêmes restrictions durant le temps des fêtes. Mais c'est le gouvernement qui avait vraiment placé la barre des attentes très haute. Hein? On nous avait déjà permis là, du 24 au 27 de pouvoir se rassembler. Ensuite, on est passé à 2 rassemblements seulement. Et là, il y a eu un flou. Puis là, on nous arrive avec cette énorme surprise pour tout le monde parce qu'on n'est pas beaucoup là, à être en zone orange présentement et qui passe en zone rouge. Je pense que l'Abitibi et la Gaspésie. Donc, c'est un gros choc pour nos 2 régions parce que là, on passe vraiment à aucun rassemblement permis alors qu'on connaît la situation épidémiologique semblait vouloir se stabiliser et la Haute-Gaspésie, ben ça a toujours été le cas. Hein? Quelques cas isolés par-ci par-là, mais pas d'éclosion comme telle. Donc, effectivement, moi, comme élue du comté, je suis assez étonnée de ça. Et là, ben, je suis obligée d'appeler à cette solidarité-là, puis de dire, ben, là, il faut comprendre les intentions du gouvernement, se dire, c'est pour notre protection à nous, parce que sinon, en étant les zones oranges, les gens d'ailleurs auraient souhaité venir s'installer, prendre des vacances dans des zones où est-ce qu'il y a un petit peu plus de permission. Alors, on aurait peut-être reçu une espèce de vague de gens qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est en quelque sorte pour nous sécuriser, pour s'assurer qu'on puisse revenir le plus rapidement au passage de la zone orange. On le souhaite, que ça demeure comme ça par la suite. Alors, je suis un peu mitigée. Je veux dire aux gens que je partage ce sentiment d'incompréhension-là, mais qu'on connaît la capacité de nos hôpitaux, surtout en région. On ne peut pas se permettre d'avoir une hausse considérable d'hospitalisation. Et là, qu'on puisse plus avoir les chirurgies, qu'il y ait du délestage. Donc, disons que je demande à ce qu'on respecte tous ensemble là, les consignes et qu'on pourra éventuellement au mois de janvier ou quand le plan de vaccination aura été complété, ben on pourra se rassembler. On sait qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Donc, c'est ça que je pense qu'il faudrait qu'on envoie comme message aujourd'hui. Vous avez vous avez évoqué le fait qu'on craignait qu'il y ait des gens qui viennent dans la région pour se rassembler pour la période des fêtes. On sait, en Haute-Gaspésie, il y a eu très peu de cas, il y a toujours très peu de cas actifs en ce moment. Il n'y a pas, comme vous l'avez dit aussi, il n'y a pas de signaux d'alerte qui justifient le fait de passer du palier orange au palier rouge simplement sur la base des cas qu'on a ici, surtout en Haute-Gaspésie, où on en a très peu. Ici, les éclosions ont été liées surtout à la période de la chasse, où il y a des gens qui sont venus de l'extérieur, puis qui ont amené en fait le virus ici. Est-ce que vous pensez que ça aurait été envisageable de remettre des barrages entre les régions comme il y a eu, plutôt que en fait de pénaliser les gens ici, de mettre des barrages pour empêcher en fait les gens de venir de l'extérieur ou d'empêcher la location, par exemple, de chalets sur Airbnb ou quoi que ce soit de gens qui viennent de l'extérieur? C'est une excellente question. Là. Je trouve que c'est une question que, oui, on s'est posée de notre côté aussi. On s'est fait dire par un spécialiste là, en santé publique, Dr. Shepard, qui a été présent là, beaucoup dans les médias durant la crise au national, que d'implanter des barrages à ce stade-ci, le virus il circule déjà. Donc, oui, il y aurait eu quand même un contrôle routier et moins de présence, moins de gens de l'extérieur, de zones plus touchées. Mais ce qu'on nous disait, c'est que d'installer des barrages à ce stade-ci, ce ne serait pas nécessairement optimal.
Mais quand même, je pense que c'est une question qu'on pourrait poser à notre directeur de la santé publique au niveau régional, Yves Bonnier-Vigé, parce que il s'est déjà vraiment prononcé là, sur cette question-là et on a vu aussi dernièrement dans une entrevue qu'il a donnée que ce n'était pas nécessairement son avis de passer en zone rouge parce qu'on savait déjà qu'on était en meilleure posture au niveau des cas. Alors, c'est difficile de dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement parce qu'on est malheureusement, l'opposition n'a pas toutes les données que le gouvernement a entre les mains pour prendre ses décisions. Mais effectivement, quand on a deux discours entre la santé publique au niveau régional et le gouvernement qui prend cette décision-là, on se demande est-ce que c'est vraiment un avis pour la santé publique ou est-ce que c'est plutôt une décision qui a été prise au niveau politique? Et nous, au Parti québécois, c'est souvent là qu'on n'arrive pas à se démêler qu'est-ce qui est du gouvernement et qu'est-ce qui vient de ces experts en santé publique. Donc, oui, la question se pose, mais je n'ai malheureusement pas la réponse. Justement, je vais en profiter pour poser une question que j'avais justement sur les décisions qui sont prises par le gouvernement qui suit ou ne suit pas nécessairement les recommandations de la santé publique. On sait que, par exemple, pour les restaurants, le gouvernement a été au-delà de ce qui était demandé pour la santé publique. Par contre, on sait aussi qu'au niveau des écoles, le gouvernement n'a pas nécessairement suivi les recommandations de la santé publique. On sait qu'il y a beaucoup, c'est un gros problème en fait, les éclosions qu'il y a dans les écoles. En ce moment, on est beaucoup le gouvernement a beaucoup un discours sur la responsabilité individuelle, sur les rassemblements communautaires, mais il y a aussi les principaux sites d'éclosion, c'est les milieux de travail et c'est les écoles. On sait que, par exemple, dans les écoles, on a pris énormément de temps avant de se pencher sur la question des aérosols, de la contamination par l'air, la purification de l'air. D'autre part aussi, le gouvernement n'a pas suivi la recommandation de la santé publique au niveau de l'alternance entre les classes, c'est-à-dire de faire des demi-classes. C'était la recommandation de la santé publique. En alternance, maintenant, on fait l'alternance au niveau secondaire 4 et 5, mais on a des classes complètes. Ma question, en fait, c'est un long préambule, mais ma question, c'est en fait, est-ce que vous pensez qu'on en met trop sur le dos des citoyens en ce moment, alors qu'il y a des mesures gouvernementales, il y a des mesures de la santé publique qui pourraient être prises pour beaucoup mieux limiter la propagation? Bien, je n'ai pas le choix d'être en accord là, avec ce que vous venez de dire. Effectivement, nous, on a mis en garde le gouvernement à ce propos-là. Ma collègue Véronique Yvon, qui fait un travail remarquable là, en éducation, elle avait déjà parlé au ministre de cette suggestion-là de demi-classe parce que c'est ce qu'on entendait au niveau des experts. Ça n'a pas été mis en application. On a parlé plutôt de bulle classe qui est encore assez critiqué. Les avis sont assez partagés là, sur le degré de protection que ça donne. Il y a eu beaucoup de décisions qui sont questionnables encore aujourd'hui. On ne s'est pas penché sur l'aérosol, la ventilation dans les classes alors qu'on recommençait. On savait que la rentrée des classes, elle est à l'automne chaque année. Donc, pourquoi l'été, on n'a pas passé plus de temps sur cet enjeu-là, même dans les CHSLD aussi. C'est toujours, on a l'impression que le gouvernement est toujours en arrière de la parade. Il est dans sa cellule de crise. On comprend qu'il travaille avec ses experts, mais il y a plein d'autres experts qu'on entend sur le terrain qui nous avertissent de ce qui s'en vient, même le vendredi fou, le Black Friday. Ça a été la folie furieuse dans les centres commerciaux, dans les centres urbains. Pourquoi on n'a pas vu ça venir? Pourquoi on n'a pas appliqué des mesures? On est toujours à la remorque. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on a reproché au gouvernement et encore plus de savoir en discutant. On a eu l'occasion d'avoir Dr Horacio Arruda en chambre, en commission parlementaire pour lui poser des questions et savoir qu'est-ce qui vient de qui. Et c'est là qu'on a su que les restaurants, ce n'était pas un avis de la santé publique. Le gouvernement a décidé de sacrifier en quelque sorte dans les zones rouges nos restaurateurs et l'aide n'était pas au rendez-vous pour s'assurer au moins qu'ils puissent se mettre en mode survie le temps que la crise passe. Donc, on est en train de perdre
plein de restaurants qui avaient des grandes renommées, qui étaient là depuis des années dans dans toutes les villes. Et là, on arrive avec un projet de loi, en fin de session, pour essayer de les aider à pouvoir servir de l'alcool dans leur livraison là, à domicile. Mais on en fait trop peu. Et effectivement, là, on demande des gros efforts à nos citoyens. Et c'est dommage d'en arriver là, c'est certain. Mais encore une fois, je peux seulement prendre acte de cette décision-là et maintenant relayer l'information de dire aux gens, il faut faire encore cet effort-là extra. Moi, c'est certain que je passe quand même encore ce message-là qu'on doit ne pas se rassembler durant le temps des fêtes. Ça va être difficile pour tout le monde. On fera des rencontres Zoom comme on fait maintenant, même en entrevue. Et on pourra se revoir. Mais effectivement, puis tout ce qui est la question du sport, vous l'avez mentionné aussi, moi j'ai été beaucoup au front sur cet enjeu-là parce qu'il faut que nos jeunes bougent, il faut qu'on puisse continuer à se garder un certain équilibre mental et c'est beaucoup par le sport pour les jeunes. Donc, toute la question du hockey en zone rouge, on aurait pu mettre des mesures ici en zone orange, ça se passe bien avec les sports encadrés, il n'y a pas eu d'éclosion comme telle dans ces activités-là. Alors ça aussi, moi, je mets beaucoup de pression pour que le message soit entendu. Il y a un cri du cœur de la population. Il faut qu'on puisse se remettre en forme. Là, vous nous demandiez qu'est-ce que ça impliquait durant le temps des fêtes. C'est certain que les activités sont beaucoup suspendues présentement, mais on veut s'assurer que le 11 janvier, quand on repassera normalement en zone orange, qu'on puisse continuer à bouger et dans les autres zones aussi. Alors ça, c'est un dossier que je suis vraiment de très près. Pour terminer rapidement sur les écoles, la transmission par aérosol, vous l'avez dit, ça a pris énormément de temps avant de se pencher là-dessus. En juillet, déjà, l'OMS disait que c'était un facteur de propagation. Santé Canada a pris énormément de temps avant de s'aligner à ça. Ça a été en novembre dernier. En fait, au niveau de la santé publique au Québec, ça a pris aussi énormément de temps. Là, il y a un comité qui a été mis sur pied. Le comité a terminé, a fait son rapport, mais ce rapport-là ne sera pas rendu public immédiatement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Encore une fois, on est devant un gros manque de transparence. C'est tout ce qu'on demande au gouvernement pour être capable de relayer le message, l'opposition, pour être capable en tant que citoyen de bien faire son travail, de bien respecter les consignes. Il faut un minimum de transparence. On ne peut pas demander aux gens de collaborer sans qu'ils connaissent absolument rien de ce qui se passe à l'interne, des rapports, des données qui sont précieuses pour prendre des décisions. Et l'opposition n'est pas là seulement pour critiquer, comme Legault le dit tout le temps là, dans ses points de presse. L'opposition est là pour s'assurer que tout le monde a été pris en considération, qu'on n'ait pas échappé un secteur entre deux cracks. Puis il faut que tout soit bien pensé, bien réfléchi. Et des fois, une cellule de crise, oui, travaille à ce que tout le monde soit bien pris en considération, mais c'est certain qu'il peut y avoir des oublis et on est là pour ça. On est là pour donner notre avis et on est beaucoup en mode proposition. Je suis justement à faire mon bilan de fin de session parlementaire présentement et je peux vous dire qu'on a amené des bonnes suggestions qui ont été prises et entendues par le gouvernement. Alors, on est là pour ça. Et moi, qu'on n'ait pas accès au rapport présentement pour savoir ce qui est suggéré au niveau de la ventilation dans les écoles, c'est parce qu'on redoute justement, c'est que le gouvernement redoute que la façon qu'il gère n'est pas appropriée et que les mesures vont être difficiles à appliquer peut-être, mais il va falloir que cet effort-là soit fait par le gouvernement et l'opposition sera là pour donner un coup de main. Mais il faut qu'on ait accès, tout le monde, à ce qui s'y trouve. On ne peut pas encore garder secret des rapports aussi importants. Là. Vous avez parlé du Black Friday, les gens qui se sont rus dans les magasins. Cette semaine, en entrevue avec Patrice Roy à Radio-Canada, le premier ministre a évoqué le cas de l'Allemagne, a dit qu'il était un grand admirateur d'Angela Merkel et que en fait, les mesures qui allaient être annoncées cette semaine pour les fêtes allaient ressembler à ce qui se passait en Allemagne. Grosso modo, oui, sauf qu'il y a une différence majeure, c'est qu'en Allemagne, ils ont fermé les commerces
immédiatement. Ici, on a dit qu'on voulait laisser les Québécois terminer leur magasinage de Noël. Donc, les commerces vont se fermer seulement le 25. Vous êtes aussi porte-parole de votre parti en matière de PME. C'est sûr que c'est peut-être un gros coup sur les entreprises, mais aussi en termes de propagation du virus, puis les gens qui vont peut-être se ruer dans les magasins là, juste avant Noël. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut avoir comme impact? Bien, c'est certain que quand on annonce une mesure qui sera seulement appliquée dans une semaine ou dans plusieurs jours, là, je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, on va faire notre liste, qu'est-ce qu'on a besoin avant que tout ferme, puis là, il va y avoir une circulation peut-être plus accrue là, dans les magasins jusqu'au 25. C'est certain qu'on a voulu y aller d'une mesure, c'est certainement une voie de passage pour s'assurer que les commerçants puissent quand même avoir les revenus qui touchent normalement. J'imagine que c'est une période assez rentable là, pour nos commerçants. Mais encore une fois, c'est toujours dans la façon que c'est véhiculé. Le message est peut-être pas bien compris. C'est quand on annonce aussi loin la fermeture des entreprises dans une semaine, ben c'est ce que ça donne comme effectivement comme réflexion. L'Allemagne est allée, en même temps que le confinement sont un peu plus en confinement que nous, je pense, pour le temps des fêtes. Mais ça aurait peut-être été mieux compris, effectivement, l'intention du gouvernement si ça avait été appliqué en même temps que le passage en zone rouge, par exemple. Mais si on avait fermé les commerces aussitôt, il aurait fallu que l'aide soit déployée. Là, c'est que moi, j'ai dû me lever beaucoup là, en chambre pour demander au ministre de l'Économie votre aide. L'AERAM, c'est un programme qui a été mis rapidement là, d'urgence en aide aux restaurateurs, aux bars, tous ceux qui sont fermés non volontairement là, parce que le gouvernement l'a demandé. Ben, cette aide-là, elle ne sort pas. Elle n'est pas encore disponible pour les restaurateurs. C'est très long avant qu'on puisse toucher aux aides. Puis c'est pas de l'aide directe, là, c'est des prêts. Chaque MRC a sa façon de gérer. Des fois, on demande des cautions. On peut demander une maison. On demande des critères qui sont absolument pas allégés dans le contexte qu'on connaît. Donc, c'est très difficile de toucher aux aides. Alors, le gouvernement doit, soit il ferme les commerces et que l'aide, comme le fédéral, j'aime pas le dire, mais le fédéral, ses programmes ont été déployés rapidement. Ben, il faut que ce soit ça, un ou l'autre. Mais on ne peut pas fermer les commerces et que l'aide ne soit pas au rendez-vous. Il y a eu effectivement un gros impact, là, principalement sur les petits commerces. Il y a évidemment, l'achat en ligne a vraiment fonctionné pendant cette période-là. Il y a eu aussi les gros commerces de détail qui vendaient toutes sortes de choses, qui ont pu quand même faire beaucoup d'argent en vendant des choses qui n'étaient pas nécessairement des besoins essentiels. Là, maintenant, le gouvernement a restreint l'achat de biens non essentiels dans les grandes surfaces, mais ça a déjà causé un certain tort là, en zone rouge pour les plus petits commerces. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure qui aurait dû être appliquée bien avant? Ah oui, écoutez, moi, mon chef Pascal Bérubé, qui était chef intérimaire à ce moment-là, en avril dernier, je pense que notre première intervention là, à ce sujet-là, les grandes surfaces, les magasins doivent fermer les rayons qui ne sont pas des besoins essentiels parce que là, présentement, tous les libraires du Québec étaient fermés durant le confinement total. Et là, on avait des Costco, des Walmart qui continuaient à vendre des livres qui viennent de partout. Donc, ce n'était pas un appui ni à nos auteurs québécois, ni à nos libraires québécoises, nos librairies québécoises. Donc, vraiment, pour moi, c'était vraiment, il fallait le faire dès le début, dès mars, dès qu'on a appris qu'il fallait se confiner. Et là, ben, c'est un baume. Je pense que ça a été bien reçu, effectivement, des plus petits commerçants, mais ça aurait pu être fait il y a bien longtemps de ça, oui. Parfait. Écoutez, c'était pas mal les questions que j'avais. Je vous remercie énormément pour votre temps. Ben merci, c'était des très bonnes questions, c'était bien intéressant. Donc, je profite de cette
tribune pour aussi saluer tous les concitoyens, leur souhaiter de joyeuses fêtes tout de même. On est capable de prendre du temps pour nous, d'aller dehors, profiter de la belle neige. Et j'espère qu'on va se retrouver en forme et qu'on pourra se retrouver aussi sur le terrain et se parler de vive voix en 2021 parce que ce contact-là, il me manque et j'ai bien hâte de vous retrouver. Merci beaucoup, Mme Melançon.